Bonjour, bonsoir, bonjour parce qu'il est 13h ici à Las Vegas, bonsoir parce qu'il est 22h à Paris. C'est la dernière quotidienne du CES 2016 en direct sur Watch TV mais aussi sur lefigaro.fr et sur le journal du net. On salue d'ailleurs les partenaires de cette folle semaine ici à Las Vegas pendant laquelle je vous accompagne avec grand plaisir avec mon camarade de Watch TV, Alexandre Benoît. Salut Alexandre. Salut Benjamin. Encore une émission qui s'annonce très très intéressante avec des entreprises, des exposants ici au CES qui illustrent la variété de ce qu'on trouve au Consumer Electronics Show. Absolument, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, va couvrir des domaines aussi larges et variés que le design. J'ai l'impression que mon micro est fermé. Non, ça peut, tout va bien. Que le design, le produit, l'automobile, voilà, vraiment énormément de choses. Une émission qui va être très riche. Voilà, et on commence avec deux premiers invités. Alors on a les objets connectés largement représentés avec un grand constructeur américain, Fitbit. Benoît Rimbaud, bonjour. Bonjour Benjamin. Directeur du marketing en Europe de Fitbit, donc cette marque emblématique des trackers d'activité, des bracelets connectés. On entend que le démontage du CES commence, parce qu'il y a des bruits d'échafaudage derrière nous. C'est pas grave, on est encore là et on est encore là pour une heure avec vous. Et puis à ma gauche, Pierre Garner, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes designer. C'est ça. Vous concevez le design de ces objets connectés. On en voit quelques-uns devant vous. Alors oui, on est designer de certains des objets connectés présentés aujourd'hui à Las Vegas, avec des collaborations avec plusieurs startups françaises qu'on présentera peut-être tout à l'heure un peu plus tard. Absolument. On va y revenir. On va commencer avec Fitbit et avec vous, Benoît. L'actu de Fitbit, c'est évidemment l'arrivée d'une montre avec un écran couleur. Alors, ça peut paraître un peu digne du temps, le RTF, de parler d'écran couleur sur une montre connectée, mais c'est une vraie évolution, presque une révolution pour Fitbit, Benoît. Voilà, alors en effet, on a annoncé et lancé le Fitbit Blaze à ce CES 2016. C'est une montre de fitness. Donc c'est un tracker d'activité, un capteur d'activité évolué et qui présente en effet un écran couleur qui vous présente l'heure, mais surtout qui est gonflé de caractéristiques pour vous aider à être en meilleure forme, plus sportif. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur sur l'écran pour bien montrer que c'est de la couleur, Benoît ? Voilà. Alors il faut savoir que Fitbit, votre activité de départ, c'est vraiment le tracker d'activité. C'est comme ça que vous avez démarré, c'est votre spécialité. Exactement, oui, c'est le tracker d'activité, le coach électronique, avec un objectif premier qui est d'aider les utilisateurs de ces trackers à atteindre leurs objectifs sportifs, leurs objectifs de forme, leurs objectifs de bien-être. Alors, une montre. Alors d'abord une montre. il y a plusieurs points à traiter dans le sujet. D'abord, c'est une montre et c'est la... Non, c'est pas la première montre, mais c'est la première montre à écran couleur, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que le fait d'avoir un écran couleur apporte de plus et de nouveau ? Alors, l'écran couleur apporte déjà quand même beaucoup plus de convivialité. L'écran est surtout plus grand par rapport à un capteur d'activité habituel. Il permet donc d'avoir quelques fonctions de smartwatch, les fonctions les plus intéressantes des smartwatches, comme les notifications, SMS, calendrier. Alors on a des images de la Blaze qu'on passe en ce moment. On peut s'appuyer dessus pour en parler, Benoît. Donc des notifications qui arrivent sur l'écran couleur et le grand écran. Mais surtout, avant tout, ça nous permet d'avoir des fonctionnalités améliorées de remise en forme, de mise en forme. Donc il y a un coach électronique. On peut faire des exercices de gym. On peut mesurer sa fréquence cardiaque pendant le sport, au repos. C'est un produit qui détecte automatiquement le sport que vous êtes en train de faire. Donc si je fais du vélo... Pas besoin d'aller chercher le menu vélo ou exactement. running. Comment ça marche si je la porte au poignet ? Comment est-ce que la montre détecte que je fais du vélo ? Alors,
Elle mesure le cardio en temps réel, 24 heures sur 24. Donc le cardio est un très bon indicateur d'activité physique. Et ensuite, c'est toute la magie des algorithmes et du software et l'association à ces capteurs, ces sensors, accéléromètre, gyroscope, etc. Ils arrivent à détecter le sport que je suis en train d'effectuer et de manière très précise. Donc c'est une combinaison de software et de la mesure du cardio. Cette montre, elle a été accueillie, donc elle a été présentée ici il y a 3 jours maintenant. Le CES 2016 qui, pour vous, chez Fitbit, a aussi été l'occasion de tenir une de ces grandes keynotes avec la présence du Big Boss, comme on dit. Hein. Exactement, du CEO James Park. Voilà, au même titre qu'un Samsung ou un General Motors ou Volkswagen, Alexandre. Ouais. On a aussi ouvert le CES avec la première conférence de presse, 7h30 du matin, donc ça c'est un peu tôt. À l'américaine. Exactement, mais Fitbit a 84% de part de marché aux US, 80% en Angleterre, 50% en France. Malgré la pression des Jawbone et des autres acteurs. Voilà, donc on a réussi à s'établir parce qu'on a été les premiers à créer cette catégorie. On continue avec de l'innovation et donc Fitbit en particulier aux US est extrêmement connu et donc on arrive à accéder à des keynotes. C'est un peu le frigidaire du bracelet connecté, quoi. Voilà, est-ce que vous avez votre Fitbit? C'est ça. Est-ce qu'on peut montrer le Blaze à Pierre Garner? Je voudrais avoir le regard du designer sur la Blaze. Alors, il y a peut-être, Benjamin, juste un point pour avoir son avis, je pense. Et on voit bien le tracker au dos. Hein, un des premiers trackers d'activité chez nous, première montre intelligente qui se personnalise. Puisque chez nous, la santé et la fitness, c'est tous les jours, hein, monter des escaliers, marcher, mais aussi faire du sport. Et donc, vous pouvez personnaliser ce produit en tout simplement retirant... Je vous laisse la démonter, du coup. Voilà, on retire le tracker et donc on récupère le cadre ainsi que le bracelet et on peut avoir des multitudes de types de bracelets et de cadres là-dessus. Permettez, Benoît, qu'on demande l'avis du designer avec plaisir, sur la Blaze. Ouais, alors, Pierre Garner, puisque c'est votre métier, est-ce qu'on peut avoir votre regard de spécialiste sur la Blaze? C'est un produit que j'ai découvert au salon début de semaine. Donc effectivement, c'est un produit qui reprend aujourd'hui, enfin je trouve pas mal de bons critères en termes d'innovation sur les trackers d'activité. C'est-à-dire que je pense que les trackers d'activité aujourd'hui sont des produits qui doivent de plus en plus s'inscrire dans des objets du quotidien et effectivement l'associer à une montre et pourquoi pas maintenant des notions de connectivité comme vous l'avez exposé, ça fait sens. Donc c'est là où aujourd'hui, déjà rien qu'en termes de définition du service qui va avec, au-delà du design même de l'objet et de l'aspect qu'il peut avoir, je pense que c'est là où aujourd'hui il y a de la pertinence dans la réponse et on voit que c'est une tendance qui est en train d'émerger. Donc je pense que c'était une bonne réponse. L'écran couleur participe effectivement à apporter des retours d'information. Vous voulez que Benoît la remette dans son... Ouais, peut-être. Parce que là, je sens que moi, je bracelet. Qui rapporte effectivement une certaine intuitivité et une certaine convivialité, comme vous l'avez souligné, dans les informations qui sont restituées à l'utilisateur. Donc ça, c'est aujourd'hui des attentes de plus en plus fortes. Voilà. Après, en termes d'image, c'est un produit qui manifestement est connecté assez dans l'univers du sport, du fitness, vous l'avez souligné au départ, puisqu'il va détecter toutes les activités. Donc pour ça, il répond. C'est un produit qui est étanche, j'imagine. C'est un produit qui est résistant à l'eau. Résistant à l'eau. Voilà. Ça veut dire qu'on peut prendre sa douche avec? Oui, on peut prendre sa douche avec, on ne peut pas nager avec. On va pas faire le grand bleu avec. Non. Voilà, donc je pense que c'est une... De toute façon, Fitbit maintenant fait partie effectivement de ces entreprises référentes. Enfin, c'est l'entreprise aujourd'hui qui effectivement est, comme vous l'avez dit, leader du marché et de loin. Même s'il y a des concurrents... Non, je voulais savoir s'il y avait d'autres fonctions sur la Fitbit que le tracker d'activité sur la Blaze. Oui, alors... Téléphonie, messagerie, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, on a surtout un coach personnel. Ouais. Et donc, on a des exercices de gym qui sont à l'écran. Ah, c'est le fameux 7 minutes workout, c'est ça? Exactement. Et donc, j'ai vu 10 minutes aussi pour les plus courageux. Ouais, pour il y a les les plus courageux, abdos, ouais. il y a les pompes, il y a tout ce qu'il faut. Et Moi, donc, je vais on a faire des 3 exercices déjà. à l'écran. Oui, en fait, l'écran permet aussi de visualiser les mouvements à faire. Les exercices de gym, etc. C'est l'avantage du grand écran et de la couleur aussi. Voilà. Donc, il y a pour répondre à votre question, il y a toutes les notifications, calendrier, texte, appel. Je peux décrocher à partir de la montre.
Mais avant tout, c'est une montre de fitness pour la vie de tous les jours, quand je fais du sport, mais aussi quand je marche. Donc c'est un capteur d'activité le plus intelligent possible et dédié au fitness. On peut parler de l'autonomie. 5 jours et nuit, puisque on récupère le cardio en temps réel, 24 heures sur 24. Donc j'ai une bonne compréhension de mon sommeil, j'ai une bonne compréhension de mon cardio au repos, et cela pendant 5 jours. Est-ce que le défi, ça a aussi été, avec cette montre, de faire une montre, mais qui ne soit pas perçue comme une montre connectée au même sens qu'une Gear S2 ou qu'une Apple Watch, hein, mais vraiment une montre qui soit d'abord un tracker finalement quand même, et qui accompagne au quotidien celui qui la porte. Oui. Elle se différencie quand même très nettement par le design, Pierre. Hein. Oui, complètement. En fait, c'est effectivement une autre tendance qu'on a aujourd'hui. Alors bon, c'est une situation un petit peu, parce qu'effectivement, nous, on travaille aussi pour Withings. Ouais. Et donc, effectivement, on a dessiné, entre autres, la montre activité, par exemple, qui était aussi une montre qui reprenait, un tracker d'activité qui reprenait ce positionnement, essayer de réintroduire la technologie dans des objets du quotidien, des wearables qu'on va pouvoir porter, et essayer d'avoir une approche un peu moins techno de ces trackers d'activité, et essayer de leur ramener un usage un peu plus quotidien. Donc, voilà, donc l'activité, c'est une vraie montre à aiguille. Hein, c'est ça. D'abord, la première a été faite en Suisse. Enfin voilà. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. C'est une vraie montre à aiguille, donc rien à voir avec ce type de produit-là. Non, rien à voir. Non, parce que bon, effectivement, là, c'est un produit qui aujourd'hui, par l'écran couleur, par la connectivité, les notifications, se rapproche aussi finalement des smartwatches. Ce que n'est pas la montre activité. La montre activité est un capteur d'activité dans un boîtier effectivement suisse, qui a été fabriqué en Suisse, sur la Suisse. Donc, c'est pas des produits totalement comparables, on va dire, en termes de fonctionnalité. Donc Benoît, votre réflexion au moment de la création de ce design et de l'état d'esprit autour de ce produit, il fallait faire quelque chose de vraiment différent? Oui, il fallait faire quelque chose de vraiment différent, mais on a 30 millions de produits depuis le début de Fitbit qui sont dans la nature. Ouais. On a 10 millions d'utilisateurs actifs qui synchronisent tous les jours des capteurs d'activité. Donc on a vraiment écouté nos utilisateurs. Et on est arrivé avec cette montre de fitness intelligente qui est avant tout dédiée au bien-être, à la remise en forme ou maintenir sa forme, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit pendant des séances de sport. Donc le challenge pour nous, c'est de rester vraiment par rapport à notre mission qui est le bien-être et la santé connectée. Et parce que c'est ce que nous demandent les utilisateurs, c'est un produit très dédié sur ça. Alors ce qui est intéressant aussi avec Fitbit, ça fait partie de ces entreprises qui sont nés il y a relativement peu de temps, il y a moins de 10 ans. Hein. 2007, avec un premier produit en 2009. Voilà. Aujourd'hui, Fitbit est coté en bourse. Ça veut dire c'est plus la jeune pousse d'il y a 7-8 ans. C'est devenu une très grosse entreprise. Les clients viennent vous voir sans même que vous fassiez la démarche maintenant. Exactement. Y compris ici, les acheteurs français. Voilà, exactement. Donc on a vu tous nos distributeurs français. On a aussi beaucoup communiqué. C'est-à-dire que la Fnac, Darty, etc. sont ici aussi à Vegas. Voilà. On les voit beaucoup moins, hein, mais ils sont là dans les coulisses. Non, tous les acheteurs sont là. Les patrons de ces enseignes visitent le CES. Donc, le top management. Bien sûr. C'est très important. Le CES est très important pour les distributeurs. Sans doute sans dire l'air du temps, mais aussi s'assurer d'avoir les bonnes catégories présentes en magasin. Et puis, c'est comme des catégories nouvelles, donc il faut discuter avec les marques et les constructeurs pour bien expliquer ces catégories en magasin, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'éducation. Pierre Garner, vous êtes aussi au CES. Alors, vous me disiez juste avant qu'on démarre que vous étiez là un peu plus en touriste. Oui, alors façon de parler, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le sens où nous, on n'expose pas... Vous voyagez pas léger pour un touriste. Hein. Oui, on voyage un peu lourd. Non, dans le sens effectivement où nous, on n'a pas un espace où on présente notre agence. On est là plutôt pour accompagner des startups qui aujourd'hui sont présentes avec certaines de nos réalisations sur le CES. Et c'est pour nous la possibilité de venir présenter finalement ces projets avec elles et de les accompagner dans le lancement de ces nouveaux produits. Vous avez combien de produits finalement ici présents au CES cette année, Pierre? Alors, aujourd'hui, cette année, on a eu 8 nouveaux projets qui ont été présentés dans le cadre du CES. En tout, on doit avoir à peu près une quinzaine de produits présentés qu'on a dessinés, qui étaient pour certains déjà présentés les années d'avant. Et, je me rends pas compte, 15 produits sur une année, c'est déjà énorme, non? Non, pas sur une année. Hein. Là, il y a 15 produits, on a 8 nouveautés. 8 nouveautés, voilà, et 15 en comptant les produits qui ont déjà été dessinés les années d'avant, mais qui étaient encore présents cette année au CES. Mais 8 produits, ça me semble énorme, non?
Dire, ça ne se crée pas en 2 secondes. Non, On a tous craqué sur la télécommande de Seven Hugs. Alexandre le premier, je crois. C'est un gros Benoît coup de cœur. aussi. Oui. Elle est tellement simple Ouais, qu'elle est fascinante. Oui, ça c'est un super projet sur lequel on a commencé à travailler il y a quelques mois avec 7X. Effectivement, c'est un produit qui nous a particulièrement inspiré dans son usage et dans son service, par toute l'intuitivité qu'il y a, et effectivement de venir... Aujourd'hui, un des principaux enjeux qu'on a, nous, en tant que designer, dans les objets connectés, et ce que 7X aujourd'hui propose de résoudre, c'est qu'on est face à un écosystème de plus en plus dense à la maison. Donc, chaque utilisateur va avoir déjà de plus en plus d'objets connectés, et avec des complexités d'usage qui s'additionnent les unes sur les autres. Et nous, l'enjeu, c'est de dire comment on peut dessiner l'objet, certes en pensant à son usage, mais pour faire en sorte que son utilisation ne vienne pas ramener de la complexité dans le quotidien finalement des utilisateurs. Je vais vous faire un compliment à la Apple. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et elle est tellement simple. Ça pourrait être une télécommande de chez Apple, Alex. Toi qui signe et qui fait partie de l'équipe d'Acriette. Ouais. On va en parler, c'est clair. C'est un produit qui a toute sa place dans le magazine. Ouais. Donc déjà pour cette télécommande, bravo. Donc vous êtes ici pour soutenir évidemment les produits existants. Bien sûr. Vous êtes aussi là pour sentir l'air du temps, voir ce qui se fait globalement. Exactement, ça permet en fait, en circulant dans tous les halls aujourd'hui au CES, de commencer de bien sentir un petit peu les différentes tendances émergentes, de voir un petit peu quels sont les signaux, ce que nous on appelle les signaux faibles en fait. Donc c'est un travail de décryptage un petit peu assez intéressant, d'essayer en passant dans les allées, de percevoir qu'est-ce qui aujourd'hui, en termes d'innovation, peut potentiellement être porteur de sens et que nous on va pouvoir ensuite se réapproprier, en tout cas sur lesquels on va pouvoir nous travailler pour pouvoir venir voir comment on peut retranscrire tout ça et incarner ça ensuite dans différents projets. Alors justement, puisqu'on est quasiment à l'heure du bilan, d'ailleurs on retrouvera tout à l'heure notre consoeur Elsa Bambaron du Figaro pour faire le bilan de ce CES 2016. Qu'est-ce que vous tirez comme premiers enseignements de ce que vous avez vu ici cette semaine, Pierre ? Alors, nous, ce qu'on retient comme enseignement, il y a forcément une grande hétérogénéité quand on traverse un peu tous les halls au niveau des réponses. Mais on sent, et pour focaliser plus peut-être sur ce qu'on appelle encore les objets connectés, si tant est que cette dénomination ait encore un sens, parce qu'aujourd'hui, je crois que la connectivité va tellement se diffuser partout que c'est un terme qu'on va avoir tendance à oublier, mais on sent qu'il y a une prise en compte de plus en plus forte du service et de l'usage. C'est-à-dire que cette approche un peu techno qu'on a eue pendant des années, où on justifiait l'objet connecté par la brique technologique qu'on allait mettre à l'intérieur de l'objet, et parfois au détriment de l'usage, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait apporter comme valeur ajoutée au service. Là, on sent qu'il y a vraiment une volonté de parler plus de l'usage, en fait, et d'essayer de voir comment la technologie va pouvoir répondre à cette problématique d'usage. Et ça, c'est une tendance qu'on commence à voir de plus en plus émerger, parce que quand on discute même sur des stands, on sent qu'on nous présente les produits non plus par la techno, mais vraiment par, voilà, qu'est-ce que je vous apporte comme solution ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en retirer, vous, au quotidien ? Et ça, c'est une tendance qui nous parle particulièrement, parce que c'est ce qu'on essaye, bien sûr, en tant que designer, de pousser énormément. Est-ce que vous pouvez nous présenter les objets que vous avez apportés ? Il y en a une bonne partie qu'on a déjà aperçu non seulement dans l'émission, mais aussi vous retrouver dans les minutes. Je vois le thermo également. Voilà. Le Tribi qu'on a présenté l'année dernière dans nos minutes. Ouais. Tribi d'Invoxia, effectivement, qui se colle au frigo de façon magnétique. De façon magnétique, ouais. C'est un produit qu'on aime beaucoup parce que c'est un produit qui finalement réinvente un petit peu le scénario d'usage qu'on va pouvoir, un peu la façon dont on va pouvoir communiquer dans la famille. Aujourd'hui, effectivement, on est passé du téléphone DECT au smartphone, mais le smartphone n'est pas la réponse forcément appropriée quand on a des enfants. En tout cas, ce n'est pas un outil qu'on va donner à des enfants de 4, 5 ans, 6 ans. Voilà. Et là, c'est une manière de ramener de la connectivité de manière intelligente pour redonner du lien entre les membres de la famille. Donc certes, on peut considérer que c'est une enceinte connectée qui a un excellent son, puisqu'il y a une technologie qui est la technologie propre à Invoxia qui leur permet d'avoir une qualité de son particulièrement performante. Mais au-delà de ça, ça a donné plein de fonctionnalités qui vont permettre d'appeler en appuyant sur un bouton sa maman, son papa. Donc l'enfant va pouvoir communiquer très simplement avec ses parents. Il va pouvoir aussi... c'est un peu ce qu'on a vu avec Kili hier, Alexandre. C'est un peu une version simplifiée finalement du Ili. Je ne sais pas si vous avez vu Ili. Oui, bien sûr. Intéressant aussi comme concept. Et à nouveau, le frigo comme support, c'est aussi une tendance qu'on retrouve chez les géants de l'électronique grand public, Samsung, LG,
qui ont tous les deux montré des Bah, frigos. on accroche tous un petit extraordinaires. papillon sur son Voilà. frigo. Hein. Où on a même des écrans à la Tesla sur son frigo maintenant. Et avec l'annonce Ouais. intéressante cette année, c'est pour ça qu'on l'a représenté là, parce qu'il a reçu 2 CES Innovation Awards. Parce qu'effectivement, il y a maintenant Amazon qui embarque la technologie Alexa dedans, qui permet de pouvoir avoir des commandes vocales et de pouvoir parler à son tribu pour pouvoir avoir un accès à un certain nombre de services. Alors il y a un produit que je connais moins, je l'avoue, c'est Bubbles. Oui, alors, Expliquez-nous ce que c'est que Bubbles, Pierre. alors, Bubbles, en fait, c'est un chargeur connecté. Alors, au départ, il y a 2 versions de ce chargeur-là. C'est donc ça, c'est la version 2. C'est un produit qui va être déployé dans certains lieux de vente, qui va proposer du service et effectivement qui importe des balises IBCOM qui va permettre de proposer des services personnalisés aux utilisateurs. Et ça, c'est la version qui s'appelle Home, qui est une version qui va pouvoir être, qu'on va pouvoir avoir chez soi et qui va proposer différents types de services aux utilisateurs. Alors, on recherche sur son portable, mais en même temps, je vais pouvoir, par exemple, avoir des notifications visuelles sur la Bubble qui va me renvoyer, par exemple, si j'ai eu un appel important, je vais pouvoir avoir tout de suite l'appel que j'ai eu, ou voire même envoyer des messages de manière contextuelle. Donc ça, c'est assez intéressant. Plutôt que d'envoyer un SMS à son conjoint ou un colocataire qui va peut-être au milieu de la journée, puis il va oublier en fin de journée qu'il a reçu ce SMS-là, dès qu'il va rentrer à la maison, le SMS va être poussé directement par Bubble sur le smartphone du colocataire. Donc ça devient aussi un objet communicant à l'intérieur de la maison. Et là, en tant que design, là, clairement, on pense à une méduse. Alors, Oui, alors c'est plus je sais pas. C'est peut-être mon imagination. Alors c'est hein. peut-être effectivement Benoît, les câbles qui donnent cette impression-là. qu'est-ce que tu vois, Benoît, toi? Ouais, une pieuvre. Ah, une pieuvre, oui, voilà. c'est ça. Ouais. C'était donc psychologie sur Watch. Alors, c'est bien, Pierre, c'est du c'était coup- quoi l'idée? Du coup, c'est les métaphores de l'objet. Ouais. Non, c'est plus Pardon, je suis un peu basique. hein, Non, mais, mais c'est intéressant. C'est plus de le considérer. Nous, on l'a dessiné plus comme un hub, en fait. Hein. Ouais. C'est une sorte de aquatique. hub central. Et effectivement, il y a ces connectiques qu'on a voulu mettre dedans et qui peuvent ramener ce côté un peu tentaculaire. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un hub qui va faire un peu le point visuel. Le point visuel qui va créer un point visuel et surtout un point où je vais pouvoir recharger mes appareils. Alors, je connais pas non plus ce produit-là, le produit en jaune. Ah bah si, La poste. Le bouton. j'avais pas vu le recto. Voilà. Bien sûr, je le reconnais. Donc je vous pensais à connaissez. une enceinte Le Bluetooth. bouton Non, d'abord. pas du tout. C'est le fameux Domino. Le fameux De la Domino, Poste. exactement. Voilà, bon, là, peut-être qu'il a déjà été présenté. Donc c'est un produit qu'on a développé effectivement avec la Poste, qui avait comme volonté, et donc là c'est un produit qui est déployé durant une période test pour amener du service aux utilisateurs. C'est-à-dire que c'est un produit qui est magnétique, qui est placé dans la boîte aux lettres, et l'utilisateur va pouvoir, en appuyant tout simplement sur le bouton, venir demander, faire appel à un service de la part de la Poste, donc déposer un colis par exemple, que le postier viendra chercher directement dans la boîte aux lettres, lui-même l'emballer et l'envoyer, et après avec toutes les notifications qu'on va recevoir, comme quoi le colis a été enlevé et bien livré. Bon, vous êtes en gros le designer incontournable de la French Tech parce que En tout cas, ce qui- je ne savais pas que tous ces objets avaient été designés par le même designer. Oui, alors cette année, on a eu de la chance d'avoir des belles collaborations avec effectivement pas mal de startups de la French Tech, qui montrent d'ailleurs toute la diversité des Je peux vous secteurs poser une question adressés. Oui, bien sûr. provocatrice un peu. Vous faisiez quoi avant les objets connectés? Alors nous, c'est un studio qu'on a créé en 2002. Ouais. On a beaucoup travaillé dans le domaine de l'objet classique. On a travaillé avec des entreprises comme Lexon. On a beaucoup travaillé avec le groupe SEB pendant 12 ans. On collabore avec Schneider Electric. On a eu des collaborations avec le Japon pendant très longtemps avec Toto, dans tout ce qui était au univers de la robinetterie. Mais qu'est-ce que la connectivité change dans votre travail d'imagination quelque part? Alors ça change tout. Ouais. Ça change tout en fait. On a commencé à dessiner la première balance connectée pour Weezings en 2008. C'était notre premier produit. Et on a très vite réalisé à quel point ça modifiait radicalement la façon dont on devait penser et concevoir le design des produits. Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que quand on concevait un produit auparavant, quand on conçoit un objet qui n'est pas connecté, toutes les fonctionnalités sont embarquées sur le produit en lui-même. Donc la fameuse relation forme-fonction, en fait, marche très très bien. Quand on travaille sur un objet connecté, une grosse partie des fonctionnalités, et parfois même l'intégralité des fonctionnalités pour l'utilisateur, sont déportées sur une application ou sur un support digital. Donc ça veut dire que l'objet, il ne peut plus incarner la fonction entre guillemets au premier degré. Donc là, ça nous oblige à repenser la façon dont on va incarner ces fonctions-là dans l'objet. Et ça, c'est un champ d'expérimentation complètement nouveau. On est sur des nouveaux produits, des nouveaux services qui n'ont pas de référent. Il n'y a pas d'archétype existant, donc il faut essayer de réinventer des nouveaux codes. Quelle image on leur donne? C'est quoi un tracker d'activité? Je pense que Fitbit s'est beaucoup posé la question. Quelle est l'image, l'archétype du tracker d'activité? C'est un marché qui n'existait pas, que Fitbit effectivement a été un des premiers, voire même le premier peut-être
à occuper. Voilà, un tracker d'activité, ça peut occuper plein de formes. Ça peut être dans un téléphone. Il y en a certains qui sont embarqués dedans. Ça peut être une montre, ça peut être un bracelet, ça peut être dans des vêtements. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est des produits polymorphes. Et nous, en tant que designer, toute la réflexion, c'est comment on va incarner ces fonctionnalités-là avec du sens et surtout de l'intuitivité et de la simplicité. Benoît Rimbaud, Fitbit, c'est quoi un design réussi pour vous? C'est un design finalement qui s'intègre dans la vie de tous les jours. Et c'est un design qui n'est pas uniquement hardware, mais qui est vraiment l'écosystème, comme vous le dites. C'est le software sur l'application mobile, c'est aussi le contenu, parce que maintenant, il y a de plus en plus de contenu qui s'associe au software et au hardware. Donc c'est vraiment les trois, c'est l'écosystème complet. Merci beaucoup Benoît Rimbaud, Fitbit, d'être Merci. venu. Plein de succès à la Blaze. Qui sort quand et à quel prix, on l'a pas dit? Donc il sort en mars Ouais. à 229 €, avec Merci. une gamme d'accessoires. Merci beaucoup d'être venu dans la quotidienne Merci. du CES en direct. Merci Benjamin. Sur Watch TV, une chaîne que vous connaissez bien et sur laquelle vous êtes toujours le bienvenu. Merci. À bientôt Benoît, je vous laisse partir. Dans un instant, on va accueillir Alexandre Marchevreau, France Craft. France Alors, Craft ouais. Automobile, ouais, tout Venez à fait. Marc, installez-vous pendant que je repose une dernière question à Pierre parce que j'avais quand même envie qu'on dise un mot de cette housse que vous venez de nous montrer. Oui. Étui pour smartphone. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Marc? Alors là, c'est une Pierre. collaboration qu'on a eue avec une jeune start-up française qui s'appelle De Rigueur, qui est au départ une entreprise qui fait de la maroquinerie de luxe haut de gamme et qui a eu la volonté de venir apporter des fonctionnalités supplémentaires et finalement liées à l'univers technologique dans ses produits maroquinerie haut de gamme. Et c'est une pochette qui permet de recharger, donc qui est connectée finalement, qui a une puce. Elle est relativement épaisse, connectivité. quand Alors même. pour l'instant, elle est relativement. On est au stade du prototype aujourd'hui. Là, ce qu'on vous présente, c'est une première version qui va être revue et réaffinée justement. C'était l'intérêt du CES. Suite au retour du CES, on va affiner encore. Là, c'est vraiment les tout premiers produits que vous voyez là, donc on vous présente. C'était une J'ai fait première. attention alors. Hein. C'est un produit qui effectivement a reçu aussi un CES Innovation Awards et qui permet de recharger ses smartphones par induction et avec des notifications et tous des services, puisque le fait qu'il soit connecté, il y a une application associée qui va permettre de revoir toute une série d'informations liées à la charge de son produit. Donc il n'est pas encore disponible, j'imagine. Il n'est pas encore disponible, il est encore en phase de développement, ça va arriver très vite. Merci beaucoup Pierre Garner d'avoir été avec nous. Je propose d'accueillir Merci. avec moi Marc Chevreau, donc le Bonjour. Chief Operating Officer, comme on dit ici, Yeah. de France Craft. Bienvenue Marc. Eh ben merci, Ravi de vous très heureux accueillir. d'être avec vous. Peut-être qu'on va tout de suite montrer, Marc, ce que vous faites, Alexandre, et on va profiter de ces images pour saluer Pierre Garner. Ça vous donnera le temps, Pierre, de vous éclipser Discrètement. avec vos protégés. Merci beaucoup. Merci d'être venu Merci. et à très bientôt, Et à bientôt. sur Watch Merci, TV au revoir. et au CES sans doute l'année prochaine. Alors Marc, Marc Alexandre. Chevreau, oui, donc bonjour. Alors, France Craft Automobile, je vous ferai pas insulte en disant que personne ne connaît aujourd'hui, en tout cas dans le grand public. Expliquez-nous ce que c'est. Alors c'est un nouveau concept en fait autour de l'automobile et en particulier autour du business model automobile, puisque la vraie rupture est liée à l'écosystème qu'on est en train de mettre en place. Et pour être un petit peu plus clair, puisqu'ici on est sur un salon technologique, pour être un petit peu plus clair, en fait, on assemble des voitures exactement comme on va assembler des PC à proximité de chez soi. Alors, Bon, vous n'aimez pas qu'on dise que c'est la voiture en kit, mais vous c'est avez quand vu, même- hein, j'ai pas utilisé le mot. Voilà, j'essaye d'être vulgarisateur, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Oui, alors on ne pourra pas Vous s'affranchir. diriez plus On- quoi si le mot kit vous chagrine, c'est Non, alors, je vais vous modulable, expliquer, adaptable. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas le mot kit. Parce qu'il y a quelques J'ai fait années, exprès, hein. il y a quelques années, il y avait effectivement des véhicules en kit, et notamment en Angleterre. Et ces véhicules, enfin ces constructeurs, parce qu'ils étaient assimilés à des constructeurs, ces constructeurs sont morts malheureusement à cause des réglementations. Parce que ces véhicules n'étaient pas homologués, je dirais, pour rouler sur la route, et il fallait les homologuer à être isolés ou reprendre des cartes grises d'autres véhicules pour le faire, ce qui n'était pas vraiment très sain. Donc non, le kit est associé à ça. Donc voilà pourquoi j'aime pas qu'on l'utilise. Pour Mais autant, alors, pour autant, concrètement, c'est ouais. vraiment un kit. Bon, alors concrètement,
si je veux acheter une voiture chez vous, comment ça se passe et par quelles étapes passe ma voiture? Alors, vous allez aller sur notre site qui pour l'instant, comme vous le savez, puisqu'on n'est pas encore visible, n'est pas encore ouvert. Vous allez en fait aller sur notre site sur lequel vous allez trouver un configurateur et vous allez pouvoir choisir la configuration de votre véhicule. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas uniquement, je dirais, sa couleur et 3-4 options. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir son autonomie, son format, c'est-à-dire un format de type utilitaire, un format de type transport de personnes, un format de petite citadine. Vous allez choisir son équipement intérieur, vous allez choisir également son électrochimie, etc. Donc c'est très très poussé. C'est de la personnalisation. Oui, c'est de la personnalisation. On va essayer de Très coller au maximum à l'usage. C'est-à-dire que, contrairement aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule, vous achetez un produit fini, là, on va essayer d'aller faire vraiment ce que souhaite le client, c'est-à-dire l'usager, qu'il soit professionnel ou pas. On va faire une espèce de revue de contrat avec lui pour lui construire le véhicule dont il a besoin. Alors, vous visez quel type de marché? Est-ce que ça va du grand public au professionnel? Est-ce qu'il y a des marchés qui seront, on va dire, plus sensibles à votre démarche? Vous visez qui avec votre véhicule? Alors, pour le moment, on a plusieurs types d'utilisateurs. On a effectivement des particuliers, mais c'est assez marginal. Le plus étant des professionnels et des collectivités. Vous vendez déjà des voitures aux particuliers? Oui, tout à fait. En France? Oui. Mais on les vend là où nous sommes installés. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle absolue que l'on veut respecter, c'est-à-dire qu'on ne vendra pas de véhicules là où on n'a pas un point d'assemblage à proximité. À Alors, proximité, on va peut-être expliquer ce que c'est que pour vous un point d'assemblage. Alors, un point d'assemblage, effectivement, c'est quoi? C'est le petit garage qui se trouve en bas de chez vous. Parce que le concept étant évidemment de configurer votre véhicule, mais ensuite de le faire assembler à proximité de chez vous. Donc et ce petit garage, concrètement, oui, le garage, il va recevoir quoi? Une caisse dans laquelle il y aura toutes les pièces de la voiture, il n'y aura plus qu'à les monter, c'est ça? c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va recevoir en fait une caisse qui est, je dirais, l'encombrement en gros du véhicule, dans laquelle va se trouver l'ensemble des pièces nécessaires pour réaliser ce véhicule, ainsi qu'une notice augmentée qui va permettre... donc quand je dis augmentée, en fait, c'est une notice... C'est pas un plan Ikea, c'est ça? Non, c'est pas un plan Ikea, parce qu'encore une fois, il faut assurer la traçabilité, il faut assurer la qualité et il faut avoir les moyens de la contrôler. Et cette notice numérique, en réalité augmentée, va permettre de faire une espèce de photo-expertise du process. Donc va assister l'opérateur dans son assemblage, mais aussi contrôler qu'il respecte bien, je dirais, la normalisation et surtout les règles d'homologation des différents de ce process. Donc ça veut dire que vous livrez des boîtes, des pièces qui sont ensuite assemblées localement. Alors, ça a une vertu particulière. Une première vertu, elle est économique. On s'affranchit complètement de l'outil industriel d'assemblage. L'usine avec les robots la Gigafactory chez nous, non. Alors, en fait, il y a un programme qui s'appelle Usine du futur. Nous, on aime bien dire qu'on est l'atelier du futur. Et l'atelier du futur, c'est quoi? C'est un smartphone. Mais, Marc Chevreau, ça prend du temps d'assembler une voiture. Alors, c'est là où c'est assez pertinent aussi, parce que l'atelier du futur, à un moment, il retrouve l'usine du futur dans le temps homme affecté à l'assemblage. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 25 à 30 heures pour un constructeur institutionnel, traditionnel, avec une chaîne mécanisée. Il est de 27 heures chez nous. Ça veut dire que le carrossier, l'artisan carrossier, dans son garage,
il lui faut 27 heures entre la réception Voilà. du colis et la livraison au client Voilà, pour monter la voiture. On De dit travail en tout cas. c'est 27 heures de travail, voilà, Oui, c'est bien 27 sûr. heures de travail. Tant mieux. Donc ce qu'on dit globalement chez un artisan, chez un petit Ouais. faiseur, en sachant que ce petit faiseur, il a beaucoup de choses à faire parce qu'il n'a pas que du temps atelier, quelquefois il a aussi quand même à discuter, à accueillir ses clients, à faire aussi un peu de paperasserie, on est en France. Donc on dit globalement que le véhicule est assemblé en une semaine. Ouais. C'est quand même, enfin, c'est révolutionnaire parce que moi j'ai vraiment en tête ces images de chaînes d'assemblage des constructeurs automobiles. Alors- vous avez repris à zéro le concept de la voiture parce que toutes ces pièces-là, elles sont intimement liées dans une voiture traditionnelle. Non Oui, mais chez nous aussi, je parle elles sous sont... le contrôle d'Alexandre, moi je connais Non, pas non, mais grand-chose en voiture. chez nous aussi, elles sont intimement liées, Ouais. en ce sens qu'elles sont en fait compatibles. Ouais. Et cette compatibilité, on va l'assurer non seulement sur le premier shot, c'est-à-dire lorsque vous allez commander votre premier véhicule, mais aussi dans tout l'échange que l'on va avoir avec notre client dans la durée, parce que l'objet aussi de ce concept, c'est qu'on n'ait plus d'obsolescence du produit automobile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois, si on le souhaite ou pas, l'upgrader, mais aussi le maintenir très très longtemps, puisqu'économiquement, comme ce véhicule est assemblé à la main et localement, on trouve toujours un intérêt à le réparer. Donc ça change aussi beaucoup de choses, et notamment en termes d'environnement, puisqu'on ne jette plus de véhicules, on les répare, et on récupère notre matière ou nos pièces, on les remet sur la plateforme de marché, et on peut comme ça... Juste être une assez toute dernière vertueux. question, il faut combien de temps entre le moment où je commande ma voiture et le moment où je peux l'avoir? Bah, écoutez, si on a l'ensemble des pièces en stock, ce que l'on essaye d'avoir en permanence, pour l'instant c'est facile, on n'a pas un gros volume, donc ça demandera un petit peu de logistique, mais donc on peut imaginer shipper sur la première semaine les pièces chez le petit réparateur. Si Donc en 15 jours, on a lui sa voiture, souhaite quoi. beaucoup de travail, mais s'il peut attaquer directement l'assemblage du véhicule, 15 jours après votre commande, vous avez votre véhicule. Monsieur. J'ai une dernière question, une toute dernière. Vous avez quelle place dans la French Tech? Parce que on a beaucoup parlé d'objets connectés. Là, vous êtes un acteur presque industriel là pour le coup. Alors oui, alors quelle place dans l'objet connecté? Alors aujourd'hui, le Non, véhicule... dans la French Tech. Alors dans la French Tech, mais Ouais. on parle d'objets connectés, Oui. donc soyons autour des objets connectés. Un véhicule aujourd'hui, il doit être nativement connecté, puisque dans ce véhicule, vous allez amener tous vos objets connectés, et donc lui-même doit être un relais de ces objets. Donc le véhicule est effectivement nativement connecté, ce qui permet aussi de l'interopérer, ce qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Marc Chevreau, Eh bien, d'être merci de votre venu accueil. sur le plateau de Watch TV, du Figaro.fr et du JDN ici à Las Vegas. Nous sommes toujours en direct pour cette 4e et dernière quotidienne. Merci. On va appeler nos 2 prochains invités, Dimitri Moulin et Philippe Prenant de Audio Technica. Venez vous installer tous les deux. Bonjour Dimitri, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Philippe arrive. Alors, Philippe a les bras chargés de casques. Venez Philippe, passez derrière moi et prenez place sur le plateau de Watch. Plush. On a beaucoup parlé de Periscope il y a quelques mois. Plush, c'est la même chose en mieux, on va dire. Et ça peut servir notamment à des chaînes de télé pour diffuser du contenu en direct. Racontez-nous, Dimitri, cette folle idée qui vous est passée par la tête. Vous avez tout dit. Ouais. C'est une application qui est téléchargeable sur Android depuis une semaine, qui est sur iOS depuis le mois de juillet, et qui permet de réaliser du direct vidéo de qualité. On monte jusqu'au Full HD à condition d'avoir du réseau, évidemment. Il faut une bonne 4G ou un bon Wi-Fi. Mais Full HD, c'est pas rien sur la version Android actuellement. Donc on peut faire du direct vidéo depuis son smartphone, on a sa caméra de direct dans la poche et on peut bien sûr regarder les directs dans l'application elle-même, sur sa chaîne Plush comme on peut avoir une chaîne YouTube ou une chaîne Dailymotion, et puis on peut les regarder directement sur un site web. Si on a un site web, on peut intégrer les directs dans son propre site web, donc effectivement on peut presque réaliser sa télé soi-même. Alors, qu'est-ce qui vous différencie justement d'un Periscope ou de toutes ces applis Alexandre, dans iCreate, vous en avez déjà passé en vue un paquet. Ces applis qui permettent de streamer de la vidéo en direct. Il y en a déjà plein. Il y en a plein, Pourquoi mais vous êtes différent? il y en a plein, mais qui fait de la HD?
qui permet d'intégrer un logo au direct pendant la diffusion, qui met des replays disponibles immédiatement et de manière illimitée pour que les gens les suppriment quand ils ont envie eux, et ce n'est pas nous qui décidons à leur place, qui permet d'intégrer les directs sur un site web avec une iframe toute simple pour permettre à des associations, des clubs de sport, des TPE, des PME ou des médias de faire du direct sur leur propre site web. Personne, sauf Plush. Et puis, une petite chose, un petit détail, mais qui n'en est pas un. Quand vous utilisez les applications que vous citez, vous créez de la valeur, vous filmez quelque chose qui a de la valeur, vous payez la personne qui filme, donc vous dépensez de l'argent, vous créez de la valeur et vous faites cadeau. Vous dites, ah bah les images finalement elles ne sont pas à moi. Avec Plush, ce qui est à vous, la valeur que vous créez, ben, elle reste à vous. Et un petit détail mais qui est quand même très important. Alors, deux questions. D'abord, la première concerne la qualité de la vidéo. De quelle manière est-ce que vous gérez les fluctuations de la bande passante sur le réseau mobile? En général, le gros point faible des applications de streaming, c'est que dès que la bande passante se dégrade, eh ben, On voit plus rien, en général, clairement. on n'a plus rien et on n'entend plus rien. On voit plus rien, on n'entend plus rien, je vous rassure avec Plush, on continue à voir et on continue à entendre. Le principe c'est de l'adaptative bitrate, c'est toujours très compliqué à dire, mais c'est de s'adapter finalement à la qualité du réseau disponible. Si on part sur de la Full HD et que tout d'un coup il y a un réseau qui se dégrade, on va descendre de niveau, descendre de qualité, mais on va conserver le flux sans coupure, sans saccade, c'est ça la base, parce qu'à la base en fait les trois cofondateurs, Thibaut, Laurent et moi, on est journalistes et on en avait besoin pour un site web de journalistes, pour un site d'info. Et donc on sait bien que dans ces cas-là, il ne faut pas que ça s'arrête. Alors il y a une limite, hein. S'il n'y a plus de réseau du tout, si vous êtes au fin fond de la montagne ou à 50 km du littoral, ça ne passera pas, évidemment. Bien sûr. La dernière question concernait l'audio et ça va intéresser Philippe de chez Audio Technica, vers qui je vais me tourner dans un instant. Si vraiment la qualité se dégrade totalement, on garde quand même le son dans le pire des cas? Alors sur la version grand public, non, parce que c'est pas le principe. Le grand public veut de l'image même de mauvaise qualité parce qu'ils veulent garder le souvenir après, mais l'avantage qu'ils ont c'est qu'à la base ils ont quelque chose de qualité. Sur les versions pro, on a une possibilité déjà de faire de la mono, de la stéréo, de clairement régler comme on le veut tous les domaines vidéo et audio, et on peut effectivement à un moment donné choisir. En fait on est adaptatif, on est capable de s'adapter à la demande de chaque média et de chaque client parce qu'on maîtrise tout du serveur à l'application finale. Donc si vous voulez une application qui fait disparaître la vidéo pour conserver l'audio dans le cas où on passe sur de l'edge et où on ne peut plus faire de vidéo, on peut le faire. On peut le faire. Dernière question concerne votre bilan ici au CES. Par rapport à il y a une semaine, qu'est-ce qui a changé? C'est fabuleux. Enfin, si vous m'aviez dit avant le CES que ça allait se passer comme ça, j'aurais un peu rigolé, je me serais dit ouais, Pourtant, le rêve vous avez américain, prévenu. tout ça. Ouais, mais À non, quel point c'était énorme. on n'y croit pas au départ. Ah ouais. Et on le voit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça explose. Bon là aujourd'hui c'est plus calme quand même, on rencontre beaucoup moins de monde. Mais pour être clair, on a deux stands, sur le stand de la Poste avec le concours French IoT qu'on a gagné et un avec Sud de France Développement à l'étage en dessous dans l'Eureka Park. C'est des très complémentaires. Et on a rencontré des clients qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs. Une grande chaîne de télé nationale américaine, dont je ne peux pas citer le nom puisqu'on commence les discussions. Mais Il n'y en a pas tant rien. que ça. Ouais. ABC, CBS, CNN, Fox News. Je pense Il y en qu'on a va être dedans. quelques-unes. Là. Une de celles-là. On va être dedans. Ce qui est vraiment une grande chaîne de télé américaine bien sûr. qui, si on l'appelle depuis la France, va rigoler un peu. Là, ils viennent nous voir et ils posent des questions concrètes. C'est-à-dire qu'ils savent déjà ce qu'on fait et ils nous disent est-ce que vous êtes capable de faire ça, ça, ça et ça? 4 points. Oui, ok, on se parle la semaine prochaine. Et des investisseurs et des clients français qu'on rencontre aussi difficilement en France parce qu'il ne faut pas croire, pour une start-up c'est toujours compliqué. Ça veut dire que c'est un bilan qui est énorme. Et investissement rentabilisé. On fait 5% des contacts qu'on a eus. L'année se passera très bien. Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Merci Dimitri beaucoup. Moulin. Je vais vous laisser retourner justement à ces rendez-vous. À votre place, je vais proposer à Jean-Christophe Vigne de nous rejoindre. Et pendant que Jean-Christophe s'installe, avec Jean-Christophe, on va parler d'investissement et de business angel. Je me tourne vers vous, Philippe, Audio Technica. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec vous. Vous êtes venu en voisin parce que votre stand, Alexandre, il est à 50 mètres dans le South Hall. Si tous les stands étaient à 50 mètres, Voilà. C'est vrai. Dans le South Hall de Il y a pas ce beaucoup à Convention marcher. Center de Las Vegas. Audio Technica, donc marque spécialisée dans l'audio qu'on connaît bien. Ici, vous êtes venu surtout avec de nouveaux casques
Expliquez-nous votre actualité du CES, Philippe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme vous le disiez Benjamin, Audio-Technica c'est connu, c'est quand même une entreprise japonaise qui a 50 ans et qui a fabriqué des cellules pour platine vinyle au départ. Et ensuite, on a fabriqué des micros, des casques. Donc effectivement, cette année, on présente 2 casques qui sont très importants. Le premier, c'est le MSR7 Noise Cancelling. Je peux l'essayer? Mais bien sûr. Parce que le confort d'un casque, c'est déjà un point très Super important. confort. Super Je vous laisse confort. expliquer pendant J'aimerais bien vous le laisser pour repartir à Paris, mais malheureusement, j'en ai qu'un. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la musique, ça c'est sûr, mais ça permet surtout de garder la qualité musicale dans l'avion. Quand on est un petit peu fatigué dans l'avion, quand on va rentrer de Las Vegas, on a envie d'écouter de la musique, mais on a aussi envie d'éviter d'entendre le bruit du moteur. Et effectivement, le travail du MSR7 Noise Cancelling, c'est d'écouter sa musique avec une qualité haute résolution, tout en étant coupé du bruit extérieur, aussi bien dans un salon, dans un avion, dans le métro, dans la rue. Alors, il est pas allumé. Déjà, ça absorbe beaucoup. J'entends à peine ce que vous me dites. Donc, c'est déjà un très bon test. Il est high audio, vous disiez? Il est high resolution. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail de la haute résolution pour les gens qui nous regardent. Non, on ne mais en rentrera tout cas, pas dans les voilà. bandes de fréquences, etc. C'est en tout cas une bien meilleure qualité que ce qu'on a sur le MP3. En tout cas, essaye-le. Alexandre, il est très confortable. Il sort quand et à quel prix, Philippe? Alors il sort à 329 €. Il sera dans les bacs, comme on dit, dès fin février. Tu m'en diras des nouvelles, Alexandre. Tiens. Vous disiez que vous n'en aviez qu'un, je suis désolé pour vous, vous n'en avez plus. Vous n'en avez plus, voilà, c'est ça. Je savais que j'allais me faire détrousser, mais alors par une télé, je ne savais pas. C'est quoi son petit nom à ce casque? Alors il s'appelle, c'est un peu compliqué, le MSR7 Noise Cancelling. C'est le grand frère du MSR7 qui est un casque qui a eu beaucoup de succès l'année dernière et qui effectivement est un casque qu'on peut utiliser aussi bien pour passer ses appels, pour écouter sa musique. C'est un casque qui peut nous suivre partout. Il est très beau. Il est très beau. Je vais plutôt passer le blanc à Alexandre pour qu'il l'essaye maintenant. Il va m'aller beaucoup moins bien, je le crains. Je t'ai vu avec un objet rosir. Je pense que tu peux mettre un casque C'est plutôt blanc. pour les femmes, mais pour les Sans hommes, pourquoi problème. pas. Mais il est très beau, Alexandre, avec ce casque. Il est magnifique. Il est très très beau. Donc là, Alors- c'est quoi? Non, c'est pas la même gamme quand même. C'est le petit frère. C'est le petit frère. En fait, c'est l'actualité du CES 2015 pour Audio-Technica. Je vais quand même l'essayer pour pas laisser Alexandre dans Allons-y, l'embarras. allons-y. Il en faudra un peu plus. C'est très bien. C'est très bien, Benjamin. Il faut des petites oreilles, mais il est bien. Voilà. Bon, Donc, voilà, c'est- celui-là pour toi, moi je prends l'autre. Voilà. Mais ça peut être pour madame en même temps. Ah oui. C'est-à-dire quand Ce on sera vient avec plutôt ce pour madame, casque-là d'ailleurs, oui. de Las Vegas, Je on lui dit confirme. chérie, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Plus sérieusement, c'est effectivement la déclinaison du MSR, Noise Cancelling et du MSR7, mais qui sont à des prix bien plus abordables, puisque le SR5 c'est un produit qui va valoir 139 €, alors qu'on est sur du 329 sur le Noise Cancelling. Oui. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a sorti une version Bluetooth. Audio-Technica est connu pour traditionnellement la qualité sonore, mais je dirais que le Bluetooth aujourd'hui est une connectivité qui se développe. Donc le casque que vous venez de voir là, c'est la version Bluetooth du SR5 qui s'appelle SR5 BT Bluetooth et qui existera en 2 coloris, le noir et un blanc qui est un blanc à la fois blanc et silver. Vous Bon, disiez Philippe, que Audio-Technica était né en fabriquant des cellules pour platine vinyle. Retour aux sources en ce moment. Exactement, retour aux sources. Alexandre, on a annoncé cette année un nouveau concept, la platine Bluetooth, à savoir une platine, la LP60 Bluetooth pour ne pas la nommer, ça vaut 229 €, et ça permet d'écouter les vinyles sur un speaker Bluetooth ou sur un casque Bluetooth. Ça a surpris beaucoup de journalistes, beaucoup de gens sur le salon, puisqu'effectivement on a la qualité audio, la qualité du moteur, le design d'une platine, mais il y a aussi de nouvelles générations qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ampli et qui vont pouvoir brancher leur platine sur un speaker Bluetooth ou sur un casque. Petit bilan rapide de ce CES pour vous, Philippe, puisqu'on est à 2 heures à peine, 2 heures de la fermeture. C'est forcément un bon salon puisqu'on a eu le plaisir de venir vous voir, Benjamin. Donc Non, forcément mais c'est un bon salon. En dehors de ça, Mais évidemment. plus sérieusement, c'est mon 4e salon avec Audio-Technica au CES et j'étais très surpris d'abord de l'accueil puisqu'on a amené un award qu'on a reçu sur le stand, sur le salon pour le MSR7 Noise Cancelling. Je pense que c'est un très bon salon parce qu'aujourd'hui les gens connaissent Audio-Technica en Europe et aux États-Unis, ce qui était le cas au Japon mais moins dans les autres continents. Et on a eu un très bon accueil aussi bien sur les casques que sur le vinyle, comme vous le savez, et peut-être pas un phénomène de mode, mais un grand phénomène de masse aujourd'hui. Et puis je voudrais vous remercier parce que vous nous avez très gentiment prêté 2 de vos micros
Voilà, les douaniers britanniques ont fait un peu de zèle et on était bien content de pouvoir les utiliser. Ils sont absolument Alors, parfaits. écoutez, on me dit en régie, Benjamin, que vous allez pouvoir garder les micros. Voilà, on me le dit en direct, donc je vous confirme que vous allez pouvoir les garder avec vous et rentrer à Paris avec. C'est gentil, Le j'espère. micro pour lui, le casque, je J'espère garde. ne pas, voilà, Les casques aussi. j'espère ne pas me les faire à nouveau saisir dans l'autre sens. Merci beaucoup Philippe. Merci Benjamin, merci Alexandre. Bon À retour bientôt. et à bientôt. Bon retour. Merci Jean-Christophe Vigne, bonjour. Bonjour. Français installé à San Francisco, Oui, désormais business angel, tout à fait. investisseur, arrivé hier soir au Oui. CES. Alors c'est intéressant cet œil neuf au moment où le CES se termine. Bah pour moi, c'est une mise en bouche. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'arriverai au tout début du salon Ah. pour pouvoir tout voir. Parce Alors- que vous avez été impressionné par ce que vous avez vu notamment ce matin à l'Eureka Park. Tout à fait. C'est C'est une impressionnant. ruche l'Eureka Voilà. Park. Une ruche de start-up. Ouais. Exactement. Et ce que je trouve assez formidable, c'est justement la possibilité qu'ont aujourd'hui des petites startups, parfois même unipersonnelles, avec un projet Kickstarter ou Indiegogo, d'avoir la portée du CES à travers des initiatives comme l'Eureka Park, où effectivement, puisqu'on a le drapeau ici, la French Tech, Ouais. qui met en avant des petites entreprises comme ça. Ah, il fait du zèle, le drapeau, il veut systématiquement se mettre à l'envers, Absolument. mais c'est pas grave. Quand on est un investisseur, qu'on cherche de jeunes entreprises à accompagner, c'est aussi l'endroit où il faut venir absolument. Oui, d'abord pour rencontrer de